Émeric Picot, qui est professeur de mathématiques en lycée et qui est membre du comité de rédaction de Mathématis, cette revue en fait qui est un gros outil d'exploration et d'exploitation pour les collègues. Donc, il va nous présenter en fait 20 ans d'articles autour de l'enseignement des mathématiques avec les TICS. Je vais pas, bon, je voudrais juste dire qu'il va nous présenter d'abord la revue et ses principes de fonctionnement. Euh, il y a beaucoup de, quand j'ai regardé un petit peu le site, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de collaborateurs. Euh, il nous parlera donc de l'usage de la calculatrice, de l'IA, et il nous fera un panorama des sujets d'articles et des évolutions sur les 20 dernières années. Voilà. Donc, je vais lui laisser la parole. Euh, il est 17h03, donc en fait, euh, je laisse donc la parole à Émeric Picot qui va se présenter sans doute plus amplement. Merci à tous et bonne écoute. Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir au nom du comité de rédaction de Mathématis. Et je vais vous présenter la revue. Si vous en êtes d'accord, je peux partager une petite présentation, enfin mon écran, si ça convient. Oui, 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 partagez votre écran. oui. Voilà, alors je vais faire ça. Hop. Et voilà, normalement, vous devez pouvoir voir mon écran avec le petit diaporama. Alors, d'abord, je me présente un peu plus personnellement, on va dire, et puis je vais justement vous dire ce qui m'a amené à faire partie du comité de rédaction de Mathématis. Donc, j'étais enseignant au collège au début de ma carrière, et puis après, maintenant, je suis enseignant au lycée. Et donc, Bernadette, attends, excuse-moi, Émeric. Bernadette, est-ce que tu peux ne pas faire partager parce que tu as enlevé Tu as enlevé le partage, le Bernadette. partage, Bernadette, d'Émeric. Et c'est Émeric qui doit parler, donc il faudrait que tu enlèves ton partage. Et Émeric, tu peux reprendre le partage peut-être? ouais, je vais faire ça, je pense, oui. Je vais faire oui, autoriser. Voilà. Bernadette, tu touches à rien. Excusez-moi, il n'y a pas de souci. Donc, cette revue mathématique. Ah oui, voilà, j'étais en train de me dire. Au début de ma carrière, en fait, j'étais à la recherche de ressources, hein, quand même, comme tout jeune enseignant en mathématiques, on cherche un peu des ressources. Et naturellement et assez vite, j'étais chercher des ressources auprès de l'association Césamat et de leur site. Et donc, j'ai un compte à Césamat et puis je peux accéder aux différentes ressources, les revues, les revues, pardon, les manuels, les cahiers, etc., etc. Et inscrit à ce site de Césamat, on est aussi inscrit à une liste de diffusion. Et on a été tous contactés, les membres de la liste de diffusion, à un appel à participation au comité de rédaction de Mathématis, auquel j'ai candidaté, puis j'ai été retenu parce que j'avais des connaissances par rapport au système de publication qu'on utilise. Donc voilà comment j'ai découvert Mathématis, lié essentiellement à Césamat au départ. Et c'est vrai c'est un soutien important pour la revue, cette association. Donc, pardon, ici. Hop là. Alors, oui, le comité de rédaction, il est constitué de plusieurs personnes, hein, c'est affiché en page d'accueil du site. Et puis, on aurait presque envie de dire que le soleil ne se couche pas sur le comité de rédaction, parce qu'en fait, on a des collègues qui sont un peu répartis partout au travers le monde. Dans le comité de rédaction, et l'essentiel du travail de notre travail dans le comité de rédaction, c'est un travail à distance, par échange de mails et puis par éventuellement réunion à distance qu'on peut faire sur des plateformes vidéo. Et ça, c'est plus récemment que c'est comme on fait actuellement sur Zoom. Voilà. Donc, le site de la revue, c'est un site internet en fait, hein, qui
qui est soutenu par l'association Césamat, parce que c'est eux qui nous fournissent l'hébergement de la revue. Donc, c'est un sous-domaine de Césamat.net. Donc, c'est revue.césamat.net. Et en soutien aussi on a des soutiens des IREM. Donc, par rapport au soutien des IREM, c'est surtout les fiches, nos articles qui sont référencés dans Publimat par un collègue qui est en Tunisie actuellement, qui s'appelle Eddy Abderrahim, et qui prend le soin, pour chaque article qui est publié, de faire une fiche Publimat et de les téléverser sur le site de Publimat. Donc pour ça, on tenait aussi à remercier les IREM et puis Publimat pour mettre en valeur les différentes fiches des articles qu'on publie. Donc le site internet, il est sur un système de publication qui s'appelle SPIP, et donc je vais y venir. Ah oui, c'est ça que je voulais montrer qu'on était la page de Césamat. On est référencé sur la page avec la revue Mathématis. On peut accéder par ici. Donc, voilà. Donc le site, il ressemble à ça actuellement. Donc il a été remanié un petit peu graphiquement, mais globalement, on a toujours les mêmes choses. C'est un site qui fonctionne de manière éditoriale, c'est-à-dire qu'on crée des articles ou des brèves et on les publie depuis une partie privée. Et donc la rédaction, elle se fait sur une partie privée. Et après, c'est mis en publication directement au fur et à mesure que les articles sont prêts. Donc le fonctionnement, il est différent d'un fonctionnement de type revue papier où il y a des numéros qui sont édités au fur et à mesure, et puis il y a des allers-retours avec les articles, etc. Et puis en fait, une fois que le numéro est complet, il paraît. Là, ici, c'est un peu différent parce que dès que les articles sont prêts, on peut les publier, les mettre en ligne. Et c'est une souplesse qui nous tient à cœur. De même que si des articles ont besoin de modifications pour des changements technologiques divers et variés, on peut les remanier en prévenant qu'on a remanié les articles à telle et telle date. Et ça permet du coup de maintenir des sujets qui sont un peu plus anciens à l'heure actuelle. Donc oui, ce site, il est quand même précieux, et on a le soutien de Césamat, y compris par le biais d'un salarié qui est leur ingénieur système, qui nous permet de nous sortir de situations un peu difficiles si on a des problèmes avec le système. Mais là, il n'y a pas de gros problèmes dessus. Alors, comment il fonctionne ce site avec cette page d'accueil? Tout simplement, vous avez des mots-clés qui sont un nuage de mots-clés qui s'affiche en haut et qui permet déjà de créer des entrées pour aller voir les articles. Donc, vous pouvez cliquer sur un mot-clé qui vous interpelle. Par exemple, ça peut être intelligence artificielle, puisque là, c'est quelque chose qui est à la mode et qui est cité dans plusieurs articles. Une autre façon d'accéder aux articles, c'est via un moteur de recherche. Vous cherchez un sujet particulier et vous dites, tiens, est-ce qu'il y a un article qui parle de ce sujet-là dans Mathématis? Il suffit de faire rechercher ici. C'est un outil assez puissant qui permet de trouver quelques articles, des fois, qui peuvent être intéressants. Bon, ça peut être pour la calculatrice, pour autre chose, etc. Enfin, le numéro qui est en cours, il est en page d'accueil. Donc, il est regroupé ici avec les liens vers les différents articles. Donc, c'est une rubrique. Et puis, dans cette page d'accueil qui est partagée avec 3 onglets, l'onglet actif, c'est le dernier numéro qui est sorti. Et vous avez un autre onglet, comment contribuer à la Mathématis. Je vous invite à aller le consulter si notamment vous voulez participer et proposer un article. Donc, ça, on est ouvert aussi à l'international, puisque c'est l'objet un peu du séminaire. Mais c'est vrai qu'on a des articles qui ont été publiés depuis l'Université de Québec ou bien d'autres universités de travers le monde, en Afrique du Nord, etc.
peu partout, au Bénin aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rappeler? Ah oui, c'est la notion de numéro quand même est quand même présente dans Mathématis, parce qu'on regroupe les articles une fois qu'ils sont prêts, environ par 8, pour créer un numéro, un sommaire qui soit un peu cohérent, équilibré, au point de vue des sujets. Et ces numéros-là, ils sont publiés tous les 2 mois. Donc, il y en a un au mois de septembre, le prochain est au mois de novembre. Et le prochain qui est au mois de novembre, il n'est pas en page d'accueil, mais il est déjà prêt. Et on peut le voir qu'il est sur la partie droite, les numéros de Mathématis. On accède à tous les numéros en cliquant sur l'accès aux archives. Et quand cette page-là, tous les numéros accès aux archives, bah, c'est une page qui est intéressante dans le sens où vous pouvez voir les titres des articles, de tous les articles qui sont encore publiés sur le site. On dépublie pas vraiment les articles, hein, sauf si vraiment il y a des catastrophes techniques, mais c'est souvent les articles restent en ligne depuis le début, dès qu'ils sont publiés. Et ils peuvent être éventuellement modifiés. Donc, les numéros de mathématiques, on y accède par cette partie-là. Et puis, il y a une zone aussi dans le numéro à venir. Ça, c'est des articles qui ne sont pas encore insérés dans des sommaires de numéros, mais qui sont déjà publiés donc, et qui seront insérés dans des sommaires plus tard. Donc, on a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on arrive quand même à publier les articles avec une certaine avance quelque part, et ça permet de faire une publication assez simple. Et puis une gestion technique facilitée, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les auteurs éventuels et ceux qui mettent en ligne, si ce n'est pas l'auteur qui met en ligne directement. Alors, si vous voulez contribuer, il faut aller cliquer sur « Comment contribuer à Mathématis », là, puis vous avez toutes les informations qui sont dedans pour proposer des articles. Et vous serez accompagné par des membres du comité de rédaction, soit pour mettre en ligne l'article, soit pour affiner un peu l'idée ou éventuellement retoucher des éléments qui sont importants, parce qu'il y a une relecture du comité de rédaction pour chaque article proposé, et puis un avis qui est donné assez vite sur oui pour la publication, ou des éléments de conseil qui peuvent être donnés. Et la mise en ligne, elle peut être faite soit par celui qui propose l'article, on lui donne un accès à la partie privée pour rédiger son article, s'il connaît le système de publication Internet partagé qui s'appelle SPIP, ou bien, sinon, on met en ligne à partir d'un document PDF ou ODT. Généralement, c'est les formats qu'on préfère pour pouvoir mettre en ligne. Alors, donc voilà pour le fonctionnement du site. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire comment dire, un retour exhaustif de tous les articles qui ont été publiés dans Mathématis, mais je vais essayer d'en tirer quelques-uns. J'ai parcouru aussi, comme certains d'entre vous, je pense, le site. Et en fait, c'est une bonne manière de faire, de quelque part, de ne pas chercher forcément quelque chose de prédéfini, mais peut-être d'aller voir aussi un peu par hasard certains articles qui, tout d'un coup, peuvent éveiller différentes envies ou différentes, comment dire, qui peuvent fournir aussi de l'information qui peut être intéressante à approfondir. Voilà. Donc on a la revue, elle existe depuis début 2006, hein, en fait. Et un des premiers articles, le premier numéro d'ailleurs, avait un dossier qui était consacré en partie aux calculatrices. Donc les calculatrices, faut imaginer qu'il y a 20 ans, c'était quand même un outil qui était du domaine du numérique quelque part, et qui était très courant d'usage. Et alors que l'ordinateur, les tablettes,
les intelligences artificielles, j'en parle même pas, ce n'était pas franchement à l'ordre du jour. Donc, il y a ces calculatrices, il y a plusieurs articles qui en parlent. Donc, un article qui est sur maîtriser la calculatrice au collège de 2006, là ici, c'est l'article numéro 2. Des articles qui parlent de l'exploitation de calculatrices avec les nouveaux programmes de 2006 en terminale, là, pour la classe PAT 200, avec toutes les fonctionnalités qu'elle avait, qui seraient un peu différentes maintenant, je pense, hein, mais est-ce que les calculatrices de terminale, elles n'ont pas encore toutes ces possibilités-là. Il y a d'autres possibilités, mais il n'y a pas la partie géométrie, par exemple, qui était intégrée. Des articles plus récents qui permettent de passer de la calculatrice à tablette numérique. Et là, c'est des articles qui concernent peut-être aussi des fois le premier degré. Et forcément, avec l'évolution des technologies, on a l'arrivée de Python sur les calculatrices. Et ça, on en parle aussi régulièrement. Donc ça, j'ai mis les liens ici. Et est-ce que l'article qui suit après, l'article l'enseignement kinesthésique des fonctions, c'est un article qui est intéressant de ce point de vue-là. Je vais peut-être cliquer dessus, je ne sais pas si on va le voir. Hop, je vais mettre ça sur un nouvel onglet, nouvelle fenêtre. Je vais mettre le site comme ça. Je ne sais pas si vous voyez correctement mon écran, du coup. Là, voilà. Et là, vous avez le site là, qui est actuellement directement mis. Et cet enseignement ici, donc même s'il y avait calculatrice, il y a des éléments qui sont liés à la calculatrice, là ici de la LumWorks, mais il y a aussi un regard critique par rapport aux technologies, dans le sens où c'est intéressant de faire travailler sans technologie les élèves, et donc tous les articles ont un peu ces deux parts-là, c'est-à-dire une partie développement de compétences liées à la technologie ou d'utilisation en classe liées aux technologies de l'information et de la communication, mais aussi une critique de ces technologies-là. Est-ce que c'est bien utile? Est-ce que c'est opportun? Etc., etc. Donc, les auteurs, généralement, nous proposent des choses de ce type-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant dans le sens où on arrive à avoir un équilibre avec la technologie et le non technologique, on va dire, pour l'enseignement des mathématiques. Donc voilà pour les calculatrices. Pardon, il faut que je clique là. Alors, un autre élément qui peut être intéressant, c'est par exemple la géométrie dynamique. Donc là, il y en a beaucoup d'articles qui traitent de la géométrie dynamique, et je vous ai mis un moyen de récupérer les différents articles ici, c'est notamment en cliquant sur le mot-clé. Donc, il y a un mot-clé qui s'appelle logiciel de géométrie. Donc, c'est un groupement de mots, hein, mais c'est quand même un seul mot-clé qui est indiqué. Et on met des mots-clés, on les attache aux articles pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc là, il y a 123 articles qui concernent ce mot-clé-là. Je vais cliquer dessus également. Et je vais déplacer l'onglet vers une nouvelle fenêtre. Voilà. Ici, j'ai les différents articles, et tous les articles qui sont classés par numéro, où on parle de géométrie dynamique. Donc, vous voyez, dès le numéro 1, on avait déjà un peu de géométrie dynamique, et puis après le numéro 2, il y a beaucoup plus d'articles, forcément, puisque après les calculatrices, on a parlé de géométrie dynamique, qui est un des outils qui sert beaucoup, enfin qui servait beaucoup à l'époque, et puis qui sert encore beaucoup maintenant, dans l'enseignement des mathématiques au collège et au lycée. Donc, les différents articles, donc ça, il y en a à peu près quasiment à chaque numéro, hein, on n'en loupe pas. Et si on va aux articles les plus récents, on parle encore de géométrie dynamique. Hop, ici, donc, vous voyez, en mai 2023, on en parle encore ici. Là, ben voilà, ça c'est un article qui est proposé par un collègue qui doit être du Bénin, il me semble. Voilà.
je vais le mettre. Donc là, c'est des articles qui peuvent être un peu complets, hein, on clique dessus. Et après, il y a des remarques qui sont liées à l'utilisation, et puis après, le passage des passages un peu didactiques. Ça dépend des articles. Il y a un peu toute forme d'articles, des articles plus pointus et des articles plus, comment dire, plus pratiques, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, il y a une grande variété en termes de longueur d'articles aussi. C'est aussi ce que permet la revue en ligne, c'est qu'il y a une grande variété entre des articles qui peuvent être très longs et des articles qui peuvent être moins longs, des articles qui constituent quasiment des dossiers d'études, et d'autres qui sont des articles plus courts, qui peuvent être assez intéressants. Voilà. Donc, la géométrie dynamique, c'est un point qui a évolué quand même pas mal par rapport aux différents articles qu'on a reçus, où au départ, c'était plutôt la construction de logiciels de géométrie dynamique qui était ou le début en fait de logiciels avec une grande variété. Désormais, la variété semble un peu moins grande, mais il y en a quand même un petit peu. On pourra citer Carmetal avec son successeur DGPad, GeoGebra bien sûr, et d'autres articles qui concernent sur la géométrie dynamique qui sont, oui, essentiellement basés là-dessus, sur GeoGebra, Carmetal, DGPad. C'est ceux qui sont les plus utilisés récemment. Mais on avait d'autres avant, avec Cabri et d'autres logiciels, y compris des logiciels qui étaient développés par Césamat. Je pense à Trace en Poche notamment, mais là aussi, il y a des questions technologiques et des ruptures qui ont eu lieu du point de vue de ces logiciels-là, avec la fin notamment du support Flash. Et du coup, il y a des logiciels qui étaient plus fonctionnels, qui sont plus fonctionnels en fait par rapport au début des années 2000. Donc ça, on en a parlé aussi dans quelques articles des ruptures qui sont liées aux technologies, aux différents changements de technologie sur Internet. Je vais quand même revenir sur celui avec les logiciels de géométrie dynamique. C'était parce que j'en avais quand même qui peuvent être intéressants. Celui-ci, je pense que je ne sais plus s'il y en a. Il faudrait que je... Alors là, voilà, il y a des voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, par exemple, vous avez dans l'article, vous avez aussi des versions dynamiques des figures que vous pouvez avoir avec notamment des GPad ici qui inclut la figure qui est inclue dedans. Donc, il y a une sorte de manière dynamique de voir les articles. Ce n'est pas juste des articles qui sont juste des captures d'écran. Il y a aussi un peu de manipulation qu'on peut faire dans certains articles. Et c'est le cas particulièrement de certains articles de géométrie dynamique où les figures peuvent être insérées dynamiquement au site. Donc ça, c'est aussi un avantage du fait de publier sur une revue en ligne. Alors, je vais revenir à mon... Voilà, ici. Donc, j'en ai fini un peu avec la géométrie dynamique, mais c'est quelque chose qui est toujours présent, peut-être un peu moins depuis quelques temps, puisqu'il y a d'autres sujets qui émergent. Hein, on en a tous un peu conscience. C'est notamment les sujets qui sont liés à l'IA. Avant ça, donc, il y a eu des changements qui ont été imposés par l'institution, en France notamment. C'est l'introduction, par exemple, de l'algorithmique et de la programmation dans les programmes de collège, des programmes de lycée, évidemment. Et donc, il y a eu beaucoup d'articles, pas mal d'articles
qui sont parus, en fait, qui ont été proposés au moment de ces changements-là, pour proposer des ressources ou des idées, ou discuter de pratiques qui préexistaient ou qui étaient développées autour de nouveaux sujets qui sont imposés par les programmes nationaux. Donc, donc là, les différents articles que je vous propose ici, il y a des articles de 2009, 2013, 2017 et 2024. Et ces éléments-là, ben, en fait, ils traduisent aussi quelque part une évolution des pratiques dans les classes, puisque les articles qui sont les plus anciens vont parler d'usage de logiciels, de programmation, et de comment faire de la programmation avec les élèves. Et donc, on va se concentrer sur les logiciels. Et après, les derniers articles, ou des articles qui sont, on va dire, plus récents, avec des points de vue un peu différents. On va davantage parler de plateformes pour pouvoir programmer, donc avec des services en ligne. Donc, c'est l'évolution en fait qu'on a senti au point de vue des propositions d'articles. C'est vraiment une évolution de l'enseignement de la programmation avec des logiciels qui étaient installés sur les postes à plutôt des services qui étaient disponibles en ligne avec éventuellement l'interaction avec les ENT. Donc ça, c'est le cas des articles les plus récents où on décrit un peu ce genre de choses. Et j'ai mis une histoire de tortue, parce que si vous tapez tortue dans le moteur de recherche du site Mathématis, vous allez voir pas mal de choses qui n'ont pas forcément à voir avec les tortues, mais qui ont plutôt à voir avec la programmation. Je vais revenir ici. Non, là, ici, tortue. Il suffit de cliquer. Et donc, ici, il y a pas mal d'articles qui parlent de la tortue, puis notamment la programmation de la tortue logo que certains ont connu aussi en termes de matériel. Au début dans les années 80, il y avait une tortue qui était déployée et qui se programmait directement. Donc c'est quelque chose qui est toujours présent dans les logiciels de programmation. Puis ça peut être une bonne entrée, programmer un robot ou programmer une tortue avec du langage logo classique. C'est une bonne entrée des fois sur la programmation. Et ça, c'est vrai aussi pour l'école primaire. On a quelques articles qui parlent de la programmation à l'école primaire, dès le cycle 1, 2 et 3. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Je crois que c'est un des articles que j'ai proposé qui est là-dedans. Donc, voilà. Et puis des articles collectifs aussi. Donc là, ici, je vais le mettre, je vais vous le montrer quand même, puisque c'est un article qui est... je parlais des auteurs qui peuvent proposer des articles, mais des fois, il y a plusieurs auteurs qui proposent des articles sur un même sujet. Et puis, ça arrive qu'on arrive à un article collectif, en fait, où on a l'article qui est composé de plusieurs parties pour chacun des auteurs. Bon, c'est plus rare maintenant, mais ça a toujours existé. Voilà. Donc, avec différentes parties pour chacun des auteurs. Donc, une grande variété des articles qui nous sont proposés. Donc, il ne faut pas hésiter à en proposer également si vous êtes intéressé et si vous pensez qu'il y a un sujet qui peut nous intéresser. Je reprends. Voilà, donc la programmation, c'est quand même quelque chose qui a changé un peu le regard des enseignants avec la technologie, les TIS en règle générale, les enseignants mathématiques en particulier, où forcément il y a eu besoin de beaucoup de ressources et on a eu un afflux de lecteurs en fait, de gens qui interagissaient avec le site pour
avec cette façon cette obligation, on va dire, de faire de la programmation et du coup, des fois, un manque de formation initiale ou d'idées pour mettre en œuvre avec les classes. Et donc, les articles qu'on propose, enfin, qui nous ont été proposés et puis qu'on a mis en ligne, sont souvent des outils qui peuvent débloquer, donner quelques idées, etc., pour un enseignement particulier. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris on est sur un site en ligne et on a, on a des outils pour faire travailler les élèves avec le numérique sur des sujets qui sont dans les programmes. Après, il y a des plateformes qui se sont développées, donc des plateformes Internet, et ces plateformes-là, quand elles sont arrivées à maturité, elles ont émergé, on va dire, on nous a proposé assez rapidement d'en faire la promotion sur le site de Mathématis. Donc les gens qui étaient concernés ou qui trouvaient que c'était utile comme outil d'utilisation dans leur pratique, nous proposent des articles sur ces plateformes-là. Et je pense que c'est une bonne façon de voir les choses, c'est-à-dire que quand on teste un outil qui nous paraît intéressant, pourquoi pas proposer un article pour en parler, puisque ça aide à la diffusion de cet outil. Et c'est quand même quelque chose qui est du ressort du commun, on va dire, de développer des communs numériques pour les enseignants. Donc là, on fait pareil. J'ai mis un lien où on accède directement à la recherche. Donc, une fois que c'est comme si on avait tapé Capital dans le mot de recherche. Capital, c'est une plateforme d'apprentissage de la programmation. Donc, c'est assez récent en définitive, mais ça fait déjà quand même quelques années que c'est en place. Et on a de nombreux articles qui en parlent, puisque c'est un outil qui est particulièrement utile. Alors, il est disponible pour ceux qui sont connectés en France avec le NT ou bien avec l'AEFE aussi, il est aussi disponible, ils ont une connexion. Voilà. Alors pour les étrangers, c'est pas accessible, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qui sont transposables, notamment pour dans Capital, il y a quand même des éléments qui sont disponibles via d'autres sites. Je pense au notebook Jupyter, etc., pour la programmation Python. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, les tablettes, c'est les tablettes aussi. Ça, c'est des outils qu'on a vu débarquer dans les classes avec le plan tablette là, de 2015. Et donc, c'est des outils dont les enseignants se sont emparés. Et à partir du moment où certains s'en emparent, trouvent ça un intérêt, il y en a certains qui nous proposent aussi des articles. Et donc, il y a des articles qui parlent de l'usage des tablettes. Et ça, c'est un peu valable dans plusieurs niveaux, y compris en classe de mathématiques, mais en collège, en lycée, peut-être moins en lycée d'ailleurs, et aussi en classe primaire. Voilà. Donc, vous avez les différents articles qui sont mis ici, où il y a le mot tablette qui est cité. Plus exactement, il y a la recherche par mots-clés. Ici. Pardon. Enfin, une autre plateforme qui... pardon, j'ai cliqué un peu trop vite. Notre plateforme qui paraît intéressante et aussi qui a un usage didactique, pédagogique intéressant, c'est la plateforme Moodle qui est disponible dans la plupart des ENT, qui va être mise à disposition dans ELEA. Donc, je pense qu'on va avoir d'autres articles qui vont en parler, puisque c'est quelque chose qui va se généraliser pour l'enseignement en France, dans le secondaire en tout cas.
et d'autres services qui sont, par exemple, Labomep, qui est hébergé qui est un projet de Césamat, où il y a des exerciceurs qui sont proposés. Donc ça, c'est pareil. Tout ce qui est développement d'automatisme et d'exerciceurs, il y a plusieurs articles qui en parlent. Donc, ça peut être des ressources qui peuvent être intéressantes, notamment pour faire travailler les élèves à d'autres moments qu'en classe, du moment qu'ils aient un accès à Internet avec un navigateur. Donc, 2020, période un peu difficile pour tout le monde, hein, on s'en souvient tous, la période du confinement. Je tenais à en parler ici parce qu'on a eu, on a eu quand même pas mal d'activités malgré tout pendant cette période-là, même au comité de rédaction, dans le sens où on était confinés, forcément. On cherchait des ressources à distance, en ligne, pour faire travailler les élèves, des solutions qui pouvaient être utiles. Et on s'est tous tournés vers certains articles pour l'utilisation de l'ENT, l'utilisation des différentes plateformes exerciceurs dont je parlais juste avant. Et aussi, il y a eu quand même pas mal d'enseignants qui ont utilisé des ressources développées par d'autres, notamment des vidéos. Je pense notamment aussi d'Yvan Monca, qui a explosé au point de vue vu sur sa plateforme YouTube. Et donc, pendant cette période-là, on a pris contact avec des personnes qui mettaient à disposition des ressources qui étaient utiles pour beaucoup d'élèves. C'était le cas d'Yvan Monca, mais c'était le cas aussi d'autres personnes. Je pense notamment à Léo Briand pour Vita Science. Et on a réalisé des interviews qu'on a retranscrits en article dans Mathématis. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui était dans notre mode de travail qui était intéressant. Et donc les articles, si vous tapez confinement, vous trouverez forcément plein de témoignages après le confinement sur notamment comment ça a été géré dans les différentes parties, comment on a vécu ça et quels enseignements on a pu en tirer. Les enseignements aussi bien sur les points de vue positifs, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu quand même un peu, sur le développement des outils, et des points de vue un peu plus réservés sur aussi la nécessité d'être en contact avec les élèves et d'être avec eux en classe. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été provoquées quelque part par le confinement. Et il y a eu un changement aussi de regard sur notre façon d'enseigner. Et c'est là que j'arrive avec l'évolution qu'on a eue. C'est que quelque part, maintenant, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'un enseignant en mathématiques aujourd'hui. C'est un peu la version web 2.0 où il y a une forme d'interaction sociale avec les élèves au travers des plateformes numériques qu'on utilise. Donc ça peut être Moodle, ça peut être les ENT, ça peut être éventuellement d'autres plateformes, des plateformes d'aide et de soutien. Et ça, il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Donc là, des réseaux sociaux, si on clique sur le mot réseaux sociaux dans la barre de recherche, on arrive sur plusieurs sites, plusieurs articles, et avec différentes choses, des choses qui sont liées à la SMT par rapport à l'enseignement typique de cette thématique, qui est une thématique qui est enseignée en SMT, sciences numériques et technologiques, en lycée par beaucoup de professeurs de mathématiques. Mais par contre, il y a aussi d'autres éléments qui sont peut-être plus anciens, donc avec des projets de classe Twitter, Math en vie, etc. Et du coup, par exemple, celui-ci, fonctionnement des réseaux en ligne d'enseignants,
où là, c'est une thèse, en fait, une thèse qui parle un peu des évolutions des, du métier d'enseignant ici. Donc, c'est quelque chose qui est plus pas applicable directement avec les élèves, mais qui pose aussi des questions sur notre métier. Alors, et ces réseaux sociaux, ben, forcément, on les investit aussi un peu plus, puisqu'on a un membre du comité de rédaction qui prend bien soin de relayer les informations de la revue sur les différents réseaux. J'ai mis les liens ici pour suivre, donc avec les comptes, les différents comptes qu'on a. Il y a un compte aussi sur Mastodon, la plateforme fédérée. Donc, on est à peu près présent sur plusieurs plateformes. Donc ça permet de communiquer aussi. Puis dès que les articles sont mis en ligne, il y a une communication régulière dessus, puisque il y a une partie du public qui ne vient pas chercher différemment, enfin du public, des lecteurs de la revue, qui ne viennent pas forcément directement sur la revue, mais qui sont amenés sur la revue par la lecture d'un post sur un réseau social quelconque. Voilà, ça finit un peu notre façon de marcher, de fonctionner, pardon. Et donc ici, dernièrement, donc là, c'est un des sujets qui nous intéresse aussi, mais pas que. Hein, on est ouvert à tous les sujets qui sont liés à l'enseignement des mathématiques avec les technologies. Mais la question des agents conversationnels qui sont présents de plus en plus et disponibles de plus en plus pour tout le monde, remettent en cause des éléments qui étaient intrinsèques à notre enseignement. Et du coup, on se pose aussi des questions. Comment l'utiliser? Est-ce qu'on doit l'utiliser? Qu'est-ce qu'on nous, on peut en faire en tant qu'enseignant? Et du coup, vous avez un mot-clé qui s'appelle intelligence artificielle qui vous conduit aux différents articles et brefs qui constituent le site. Donc là, ici, vous avez, à propos d'intelligence artificielle, voilà des éléments. Et par contre, vous avez des expérimentations qu'on est en train de mener sur notamment est-ce qu'on peut développer des ressources à l'aide de l'intelligence artificielle, des ressources complémentaires ou pas, etc. Donc il y en a un peu partout. Et je vous invite à aller consulter les différents articles dessus. Donc voilà, par exemple, un article d'un collègue qui est à Taïwan, là, qui se pose la question de corriger les copies par les élèves, oui ou non, est-ce que c'est possible ou pas. Donc on est un peu dans l'expérimentation aussi, et avec un regard un peu critique sur l'utilisation des technologies. Ce n'est pas un regard forcément tout le temps comment dire, favorable a priori, c'est plutôt un regard qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent. Et je pense que c'est une démarche qu'on doit avoir avec toutes les technologies qu'on peut utiliser en classe avec les élèves. Voilà, puis c'est un peu le point de vue, je pense, de la majorité du comité de rédaction. Alors, je reprends mon petit diapo. Alors, et voilà. Alors après, on se pose la question qu'il y a des articles qui sont tous forcément qui intègrent tous de la technologie. Ben, certaines fois, ils n'intègrent pas beaucoup de technologie. Ils en intègrent un peu, mais pas forcément énormément. Et donc, vous pouvez trouver sur la revue des articles qui sont des articles plus liés à la culture générale, quelque part, et des fois avec un point de vue où la technologie intervient assez peu. Hein, il y a plusieurs articles qui sont disponibles, et vous pouvez aller les voir. Par exemple, si je vais chercher un article sur l'astronomie, puisqu'il y a un collègue qui avait fait un club astronomie et qui a relaté plusieurs choses qu'il faisait dedans. Donc, il a fait plusieurs articles ici.
avec une utilisation des techniques qu'il a pour montrer ou pour voir les choses, et plutôt c'est plus du calcul, et les calculs qui sont des calculs antiques. Donc on est plus dans la continuité quelque part que juste l'exploitation technologique de, de, de logiciels. Voilà. Donc ça, c'est des articles qui sont assez lus quand même, malgré tout, et qui permettent de faire le lien avec d'autres domaines, et puis un peu de s'aérer et d'augmenter sa culture générale, on va dire. Donc c'est toujours intéressant. Alors, je ne sais plus si j'ai d'autres éléments que je voulais voir. Hop, je crois que c'est bon. Alors, des articles de réflexion aussi sur la didactique, vous en trouverez. Ils peuvent être, ils peuvent intéresser. Après, c'est toujours un peu il y a des comptes rendus d'expérience aussi, pas mal de collègues. Et quand c'est ce cas-là, ben, c'est très lié à quelque chose de local quelque part. Donc la généralisation n'est pas forcément immédiate, mais par contre, ça permet justement de mener une réflexion sur ses propres pratiques, ou bien essayer de les faire évoluer. On ne trouvera pas forcément toujours des choses clés en main sur le site, mais c'est important de dire qu'on aura des éléments un peu d'inspiration, on va dire, qui peuvent être présents. Je crois que j'en ai fini avec la présentation. Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez des compléments? Ouais. Merci beaucoup. Des questions, des remarques? Merci beaucoup. C'était très intéressant. Même si je connaissais personnellement, j'ai encore appris des choses. Moi j'ai une question. Ah oui, je vous en prie. Voilà. Sur l'IA, est-ce que vous avez vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des articles où on sent que les profs de maths arrivent à exploiter l'IA de façon productive dans leur enseignement pour faire Euh, apprendre les maths et je pense que on est encore au début des expérimentations, des expériences. On n'a pas d'articles, on a des articles qui montrent certaines possibilités avec certains agents conversationnels pour notamment créer des exercices ou des choses comme ça. On a fait pas mal de. Il y a un article quand même, qui doit être présent, je vais essayer de le revoir si je le trouve, l'article sur l'IA. Alors, j'étais où? Ici, fonctionnement. Donc, dans le numéro spécial, là, le dernier. oui, voilà, ça doit être ici, exactement. Saurait-elle écrire un sommaire? Voilà. Ça, c'est pas, alors, c'est pas dans les derniers articles, là, dans les numéros à venir. Ah Hein. oui. Ah oui. C'est les prochains articles qui ne sont pas encore intégrés, mais je ne comprends pas la réponse de ChatGPT. Est-ce que ça doit être vrai, par exemple? Donc, vous voyez, donc on a pas mal d'articles qui parlent d'IA. Ça, c'est un article d'IA aussi. Et donc, ça doit être dans l'article ici, du 96. Je vais regarder, juste, je ne veux pas dire de bêtises. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. C'est dans le prochain, celui de novembre, du coup. Donc, vous voyez, on a déjà commencé à les publier. Alors, ben non, je ne l'ai pas ici. Alors, je ne sais plus dans lequel il est. Il faut que je trouve. Je suis désolé. Alors, est-ce que c'était dans le précédent? Peut-être déjà. Où il y avait une question de est-ce que la Léa fait mieux que. Ah, mais c'est peut-être pas un article, c'est peut-être juste une brève en fait. Pardon, excusez-moi. Oui, on a aussi quelques brèves aussi qui parlent de ça. Voilà. Par exemple, avec des articles qui pointent vers d'autres sources, il y a
Et puis oui, parce qu'il y a eu comment dire, il y a eu des, comment dire, des concours internationaux de mathématiques qui ont été résolus avec des agents conversationnels en IA, là, qui étaient particulièrement un peu, ça marchait pas forcément bien. Et il y a un collègue qui a proposé un article ou une brève, enfin une réflexion sur comment il aurait fait avec un autre système, un système qui n'était pas justement IA. Donc on se pose la question de la mise en concurrence aussi des technologies. Est-ce que l'IA, c'est l'outil le plus performant qui va être pour nous ou pas? Ben, pour l'instant, on est un peu au début. Hein. Ça, Oui. on pourrait pas trop savoir. Quoi. Là, ici, par exemple, Non, mais un cette- article où on aurait une tâche où on a, on- la tâche elle-même, c'est de faire travailler les élèves avec une IA. Hmm. Après, en faire quelque chose en classe et Oui, une- alors il y a un article de Julien Durand oui, qui a fait une expérimentation justement. Donc, c'est Durand qu'il faut que je cherche parce que. il faut que ce soit une tâche où l'IA une tâche différente, quoi. C'est pas un exercice que l'IA va résoudre. Enfin, c'est une tâche, je sais pas. Oui, on n'est pas, en fait, on n'est pas dans on n'est pas encore, on fournit pas nous d'articles. Enfin, on n'a pas eu de proposition d'article Hmm. dans le sens où bah, j'utilise l'IA pour avec tel mode d'emploi et ça fonctionne. J'arrive à faire telle ou telle chose. On a plutôt des expériences un peu qui sont arrivées un peu par hasard quelque part. Là, c'est le cas ici de l'article de Julien Durand notamment, où il arrivait avec des élèves qui ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA? Pourquoi faire? Etc. Donc, en fait, il propose un article qui est plutôt une réflexion dans sa pratique avec les élèves. Est-ce que c'est un outil pertinent pour utiliser avec eux? Et est-ce qu'on peut justement leur montrer, en les faisant utiliser l'IA, si c'est un outil qui permet de résoudre des exercices ou pas, de réfléchir aux exercices ou pas, etc. Donc cet article-là, par exemple, c'est un exemple en fait de ce qui a été proposé et qui est intéressant. Après, il a pris le temps de regarder un peu, de faire un peu un compte-rendu de ce qu'il a vécu avec les élèves à un moment donné, avec un agent conversationnel. Et puis, la difficulté qu'on a aussi, c'est que ce qui était valable en 2024, ben maintenant, c'est complètement Oui, obsolète. Voilà. oui. Et Avec, il faut pas ces tâches-là où on fait comparer des retours d'IA sur des exercices qui sont relativement classiques. De toute façon, les IA, elles savent déjà les faire, nos exercices. Donc, enfin, il faut trouver d'autres oui, tâches oui, oui, c'est ça. pour réinventer le métier de prof, presque. Oui, oui. C'est vrai qu'en fait, la résolution classique en fait d'exercice, moi je le constate aussi, hein, je l'ai constaté peut-être même des fois amèrement avec les élèves, euh, c'est que c'est difficile de leur donner une tâche que l'IA va pas faire directement juste Oui, en prenant une photo, c'est etc. ça. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Et du coup, la, expliciter le type de tâche qu'on attend et le travail qu'on attend des élèves, en fait, parce qu'en fait, malgré tout, c'est ce qu'on constate aussi, hein, enfin moi je le constate dans ma pratique, c'est que les élèves, ils ont quand même envie de savoir faire des choses. Ils ont quand même envie de faire des choses. Il y a quand même une certaine satisfaction. Enfin, moi, j'en ai encore comme ça Ouais. c'est plutôt J'avais une bien. collègue au groupe IREM hier, elle disait l'inverse. Les élèves de seconde qui arrivent au lycée, là, ils sont totalement passifs. Oui, Ils sont ça habitués. peut, ça, ça peut être le cas, et c'est vraiment cette posture qu'a l'élève, en fait, au départ, ben, change complètement la donne hein, Mm. sur les usages qu'on peut faire et puis ce qu'on peut faire passer. C'est vraiment un point de vue
qui est particulier. Donc, on est un peu au début, malgré tout, de l'enseignement de l'IA. On a eu une généralisation d'une IA comme assistant pour les devoirs là, qui a été mis en place par le ministère. Là. Moi, je l'ai eu dans mon ENT. J'attends de voir ce que ça donne. Les expérimentations qui avaient lieu à La Réunion, ben, les collègues de La Réunion qui avaient expérimenté, ils n'étaient pas super enthousiastes par rapport à ce que ça produisait. Ça a sans doute fait des progrès, mais sans doute aussi ça a fait des progrès avec les données des retours des élèves et des profs qu'on utilisé en expérimentation. Donc c'est un peu, ça pose aussi des questions éthiques en fait sur comment on fait et quelle société produit tel ou tel logiciel. Donc on est un peu, c'est un peu, comment dire, on est entre deux mondes en fait. Voilà, c'est ça. C'est une vraie révolution, hein, ça c'est clair. Et quelque part, voilà, il y a eu plusieurs phases de révolution dans l'usage des technologies en mathématiques. L'avènement de la calculatrice personnelle, on va dire, de grand public, c'en est un. L'avènement de l'accès aux ordinateurs et puis notamment aux sites Internet et des sites dynamiques, c'en est un autre. Et puis, avec les différents exerciceurs qui ont été développés. Puis l'IA, c'est encore un autre, c'est un autre événement, quoi. Et il y a des collègues qui ont connu les trois quasiment, donc c'est ça qui est... Et les maths, on n'est pas les plus en danger, entre guillemets. Oui, oui, il y a moi, j'ai des collègues en lettres notamment qui Être en langue. ne savent plus comment évaluer les élèves, tout court. Parce que l'évaluation uniquement en classe n'est pas suffisante et que l'évaluation à la maison, elle est plus pertinente que comme elle pouvait l'être avant. Donc, on a toujours... voilà. C'est vrai que ça change la donne. Nous, on a des questions qui se posent en mathématiques sur les DM notamment, sur est-ce qu'il faut en donner, pas en donner, à quelle mesure c'est pertinent ou Il y a pas. beaucoup de profs qui donnent plus de DM, effectivement, parce que c'est plus du tout pertinent. Voilà. Et il faut trouver du coup d'autres éléments. Voilà. Ou alors donner des DM, mais faire systématiquement un moment d'oral après, au retour du DM, pour que chaque élève ou des élèves expliquent leur DM. D'ailleurs, Fabrice, c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est ce que je vous ai dit hier. Oui, voilà. Ah bah oui, excuse-moi, j'ai pas fait attention que tu étais là. Je suis là. Donc je répète bêtement, moi. Oui, mais je pense que c'est des pratiques qui évoluent hein, forcément hein, avec l'arrivée des technologies. Et on n'a pas toutes les réponses et on est tous un peu dans le même... Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à la façon dont mettre l'IA au service des apprentissages, au lieu que ça soit quelque chose qu'on va écarter, mais c'est un fait réel qu'on doit vivre. Et puis réfléchir comment le mettre au service des apprentissages. Moi, j'ai des L1, je leur ai dit, des étudiants en économie-gestion. La salle de TD, elle est bondée, malgré que je sais que certains utilisent l'IA. Mais au moment du TD, ils n'ont pas leur ordinateur, ils n'ont pas leur portable et ils se mettent à travailler. Ils ont envie d'apprendre, ils posent des questions et le plus souvent, c'est des questions fondamentales et je suis ravie. Même si l'IA, elle est là, il y en a cette envie d'apprendre. Et pourquoi pas rendre cet outil que nous, on a tous peur de l'avoir, comme étant un allié, un tuteur. Mais là, il faut réfléchir. Il faut que Comment le mettre? il faut que l'élève comprenne qu'il a besoin de connaissances pour pouvoir maîtriser à la fois les prompts et contrôler les réponses qui lui sont faites. Exactement. Donc il faut le faire un enseignement à un niveau méta, quoi, presque. Tout à fait. Oui, moi je souscris tout à fait à ça. Je pense aussi que c'est un outil qui est émancipateur dans le sens où ça permet à certains élèves qui ont moins d'appui ou moins d'aide d'avoir quand même des outils qui peuvent l'aider.
Mais c'est vrai que ça doit s'accompagner avec toujours un regard critique sur les retours, toujours pourquoi ça donne cette solution-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution plus simple? Et donc, l'interaction avec l'enseignant, je pense qu'elle est quand même nécessaire euh, au retour d'une expérimentation avec l'IA de la part de l'élève, quoi. Donc, c'est vrai qu'un retour sur les DM à l'oral, c'est une bonne chose. C'est une bonne médiation, je pense. De toute façon, on ne peut pas interdire l'IA, ils y vont. Donc il faut qu'on adapte notre enseignement de différentes façons, comme là des retours DM à l'oral, et il faut leur apprendre que l'IA ne dit pas forcément toute la vérité. Ça, ce sera de moins en moins vrai. J'ai peur. Ouais, ça dépend vraiment comment on pose les questions. Après, Oui. le problème, c'est que ça peut dire la vérité, mais ça peut dire. C'est une réponse statistique, hein, toujours. Donc, en fait, c'est toujours quelque chose d'à peu près vrai, ou d'à peu près, ou complètement faux, hein, d'ailleurs. Et bon, c'est souvent assez proche de quelque chose de correct. Mais moi, j'ai eu l'expérimentation, parce que j'expérimente aussi, où j'ai demandé de me créer un exercice avec une illustration géométrique des fonctions, de l'utilisation des fonctions sur un problème géométrique pour les secondes. Il m'a donné un exemple qui était pas trop mal, hein, mais c'est pas le problème. Mais la résolution était complètement fausse, hein. Donc là, c'est sûr que ça demande aussi, même pour nous, de retravailler les réponses. Et en tant qu'enseignant, c'est pas forcément un gain de temps énorme, mais ça peut donner des idées, ça peut débroussailler des choses. Mais c'est jamais à prendre pour argent comptant, les réponses, c'est sûr. C'était quel type d'exo? Oh, bah, c'était juste, je voulais un exemple d'exercice de géométrie où il y avait une fonction qui était donnée. Et en fait, il m'a sorti un exemple avec un triangle isocèle de côté 5 cm pour les deux côtés qui étaient égaux. Et puis une valeur x qui était variable pour l'autre côté. Et du coup, c'était la fonction, c'était l'aire du triangle. Donc, c'était Oui. intéressant en soi parce que justement, le domaine de définition, il était pas sur l'ensemble des nombres réels. Il fallait Oui. discuter un peu. Donc, ça m'a permis d'avoir un exemple introductif qui était intéressant avec les élèves. Mais le maximum était donné pour une valeur de x qui était 5, comme les autres côtés, alors qu'en fait, c'était la racine carrée de 50, hein, normalement. Donc, c'était c'était pas correct, quoi. Voilà, je sais pas, c'était rigolo de ce point de vue-là, mais ça m'a permis de regarder. J'ai eu l'exemple, après je l'ai mis sur GeoGebra pour tracer les fonctions point par point, et puis pour faire comment dire, mes exemples que j'allais diffuser en classe. Et bien évidemment, j'ai traité le problème d'optimisation pour savoir quelle était la valeur maximum. Je me suis bien rendu compte que c'était pas du tout ce qui donnait, hein, mais c'était rigolo comment l'agent il assène une vérité, mais qui est jamais une vérité en fait, hein. C'est toujours quelque chose qui est probable pour lui, sachant, en fonction de son jeu de données, quoi. Et voilà. Donc ça peut être complètement incohérent, quoi. Et quand on lui dit de se tromper, c'est des dialogues un peu de sourds, hein, et il y a un article qui est dans Mathématiques qui est là-dessus. Est-ce que ChatGPT est dyscalculique? Quand on lui dit qu'il se trompe, il est tout à fait d'accord de dire qu'il s'est trompé, hein. La plupart des Oui. agents sont très, très coopératifs. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai on peut dire qu'avec certaines personnes politiques notamment qui ont défendu l'idée qu'il fallait utiliser l'IA fortement. Je ne suis pas forcément opposé, mais fortement, je suis plus nuancé, on va dire. Et ils disaient que ça ne se fatigue jamais. C'est vrai que ça répond tout le temps, hein. Ça, c'est pas un problème. C'est quelque chose c'est un outil qui est incontournable. Oui.
Bon, on clôra pas le Ah non, problème. le débat, non, certainement pas aujourd'hui, qu'on aura, enfin, voilà, c'est sûr que non. Voilà. Mais c'est une piste d'articles qui nous proviennent, mais c'est pas les seuls, hein. Voilà. Faut bien avoir conscience qu'on est encore sur des choses très classiques, hein, des fois, des choses qui peuvent paraître anciennes, mais qui sont toujours utiles. L'usage des calculatrices, on en a toujours régulièrement. Qu'est-ce qu'on en fait en classe? Comment on l'utilise? Voilà, c'est des choses qui sont pertinentes. Ok. Euh, Bon, moi, je dois m'en aller. Je suis désolé. Merci beaucoup. Bon, merci ben, beaucoup. Une merci. dernière question. Vous avez une audience importante. En fait, je voulais savoir un petit peu si mathématiques était beaucoup utilisé, et notamment aussi à l'étranger. Donc, même si il y a des difficultés pour pouvoir peut-être avoir accès à vos sources. Je pense que oui. Après, on n'a pas de mesure d'audience pertinente. Enfin, on n'en a plus vraiment, puisque euh, on a, comment dire, le site, comme tous les sites internet, ils sont visités par des robots qui indexent, pardon, les contenus. Il y a des robots qui sont plus des robots en fait, c'est plutôt des explorateurs de contenu qui sont liés à des aspirations, enfin, ouais, de l'aspiration de données pour alimenter des bases de données pour les IA. En fait, il n'y a plus de respect non plus de ça vraiment. Et donc, il y a des visites qu'on a qui sont bloquées, hein, à certains moments, mais on a une audience qu'on ne peut pas plus mesurer avec les statistiques propres à notre système de gestion d'articles, quoi. Donc, qu'on avait avant, mais maintenant, je crois qu'on ne peut plus trop savoir. Alors, est-ce que l'audience est très grande? Je pense elle existe. Je pense le fait qu'on ait des fiches Publimat qui soient correctement renseignées pour les articles, et ça, je remercie encore Eddy Abderrahim qui se charge de cette tâche-là. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour la diffusion des articles. Puis les réseaux sociaux aussi, il y en a comme du trafic qui vient de par là. Donc, le plus on est visité, le mieux c'est, j'ai envie de dire. Et par le monde, ben, aussi, c'est intéressant dans tout le monde francophone. Ou dans la francophonie, vous pensez que c'est quand même assez, Oui, une oui, source. oui, Oui. parce qu'on a des propositions régulières, on va dire, de, d'auteurs qui font des expérimentations. Ça peut être au Maroc, en Tunisie, au Bénin, comme je l'ai dit, à Montréal, enfin au Québec, et qui sont un peu. On a régulièrement des propositions, donc d'articles avec des comptes rendus d'expérimentation. Oui. Merci. Peter, vous avez levé la main. Je vous laisse poser votre question, Peter. Allô, merci. Vous Oui, bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Merci. Je voudrais partager avec vous deux expériences vécues en Côte d'Ivoire. Il a été tenté l'introduction de la calculatrice dans les classes du primaire. Mais là, il y a eu beaucoup de résistance par rapport au fait que pour certains, ça allait impacter négativement la qualité des apprentissages mathématiques, puisqu'avec l'utilisation de la calculatrice, les élèves ne seraient pas confrontés à l'usage des propriétés des opérations, des propriétés des nombres. Donc, il y a eu beaucoup de résistance à ce niveau. Il y a eu aussi le problème de la disponibilité même du matériel. Ça a été le cas pendant la période du Covid. euh, une tentative de mener des cours en ligne
Là aussi, il y avait beaucoup de problèmes relativement au matériel d'abord, et puis à la connexion Internet. Donc, dans certaines zones, il n'y a pratiquement pas de connexion Internet, ça posait problème. Et les enfants, les élèves à la maison n'étaient pas bien encadrés. Ce sont des expériences que nous avons vécues et qui poussent certains à être réticents par rapport à l'utilisation de la calculatrice dans les classes et puis, bon, au cours en ligne. Je voudrais savoir si dans, comment dirais-je, les travaux menés, des études ont abordé ces questions et si ces travaux ont donné des pistes de réponse à ces différentes préoccupations. Merci. Oui. Alors, je ne sais pas si on a relayé un peu des articles didactiques forts sur l'usage de la calculatrice. Il me semble qu'il y en a quelques-uns. En primaire, il y en a aussi. Mais en tout cas, il y a quelques articles quand même sur le site qui font des comptes rendus d'expérience avec la calculatrice, pourquoi, et surtout en primaire, à quoi ça va servir. Donc ça peut être des pistes de réflexion qu'on pourrait suivre depuis le site et depuis les articles qui sont proposés. Mais après, je ne sais pas si on a fait une publication. Je ne crois pas qu'on ait une proposition de publication avec un rapport très fort sur une étude concrète de l'utilisation de la calculatrice et puis les effets que ça peut avoir sur comment dire, les capacités à calculer sans calculatrice derrière. Mais il y a plusieurs articles qui parlent de, de l'usage de la calculatrice, pourquoi et pourquoi faire, et quand on ne l'utilise pas, l'usage d'ABAC éventuellement, de Boulier, donc pour les écoles primaires, il y a il y a plusieurs articles quand même qui traitent de cet enseignement de calcul avec différentes modalités. Je pense que c'est un mix à trouver. Après, c'est vrai que je comprends votre point de vue là. Concernant la calculatrice, pardon, excusez-moi, concernant la calculatrice, à Djibouti, il y a une épreuve de maths avec la calculatrice. C'est Mohamed Abdou Ali qui en avait parlé. Il est en train de faire, je ne sais pas si c'est un article en gros, un papier avec Jannick Krutenwald sur ce sujet-là. Mais Carole, je peux intervenir? Vas-y, Nassima. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ces instruments-là, c'est que comme Peter vient de le dire, dans certains pays, moi je vais juste témoigner par rapport à l'Algérie, d'où je viens, c'est que parfois cet enseignement, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, n'est pas équitable. Parce que tout simplement, il y a des enseignants qui sont très à l'aise avec les outils et donc ils vont faire avancer leurs élèves dans ce sens-là. D'autres qui sont pas du tout à l'aise avec cet outil, ils sont même renfermés. Et du coup, d'une classe à une autre, avec des enseignants différents, on peut voir un décalage d'apprentissage. Et là, je reviens à dire, la formation des formateurs, elle doit être en amont de ces outils-là et de leur application. Voilà. Je crois qu'il y a des articles, je vais regarder, mais il me semble que c'est au Maroc qu'il y a eu une réflexion sur le développement, voilà, Maroc TIS et développement professionnel. Ça, donc, justement, donc les auteurs, hein, c'est Mohamed Kabaj, Mohamed Tabli, Mohamed Dressim et Saïd Abou Hanifa. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, programme génie au Maroc, c'est dans. Du coup, c'est vraiment une description de ce qu'ils ont vécu
dans Sur le leur, terrain, ouais. voilà, voilà. Donc ça peut être intéressant de regarder ce genre d'article pour justement voir aussi ce qui s'est fait dans dans des situations presque similaires, on va dire. Je ne sais pas, Ouais. c'est avec des questions sur la formation des personnes, des nouveaux programmes, qu'est-ce que ça inclut, etc. Et donc là, c'est des articles qui, euh, qui sont à lire, on va dire, pour mener une piste de réflexion. On ne va pas trouver de solution forcément, mais ça permet de voir D'avoir des différentes choses. témoignages, effectivement, de Exactement. situations similaires. Eh ben, c'est parfait. Merci, Aymeric. Voilà. C'est le genre de. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est une problématique qui touche certains collègues hein, qui, euh, ouais, qui sont en Afrique en particulier, parce que les situations matérielles sont très différentes apparemment, euh, suivant les endroits où on se trouve. Et du coup, il y a quand même des choses à inventer pour justement utiliser dans de bonnes conditions et de la meilleure manière les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Voilà. Eh ben, merci. Un grand merci. Une dernière question? Donc, Il y a plus de questions, on va pouvoir en fait clore la séance. Très intéressante. Ben, voilà. Ah oui, Peter a encore une question, je pense. Et, bien, merci. Excusez, ce n'est pas pour poser une question, mais je vois qu'il est marqué Peter. En réalité, c'est Kwame Kofi Pierre, mon nom. Ok, C'est ce que je voudrais rectifier, quoi. Merci. D'accord, bah, pas de écoutez, merci. souci. d'accord. Bien, Donc, merci. moi, j'ai simplement ajouté quelque chose parce qu'il y a un certain nombre de personnes que je ne connaissais pas. On sait très bien que vous soyez là au téléséminaire. Et j'ai mis dans le chat, si vous souhaitez être informé directement pour les téléséminaires et la Commission internationale, j'ai mis dans le chat mon adresse mail pour que vous puissiez l'avoir directement, avoir les informations. Voilà, merci. Merci, Carole. Merci. Et merci, Merci Ravia, pour aussi cette présentation. Ben, merci de nous avoir invités au nom du comité de rédaction de Mathématis. J'ai oublié de préciser qu'en fait, et j'aurais dû le dire, qu'on est quand même une vingtaine de membres du comité de rédaction et qu'on est tous bénévoles. Hein, donc il y a des personnes qui sont retraitées, qui sont encore en activité, d'autres qui sont encore en activité. On a un peu de tous âges avec des expériences aussi différentes les uns des autres et qui nous enrichissent. Donc, en tout cas, le partage euh, d'informations, on va dire, et puis d'expérience, c'est quand même quelque chose de très enrichissant. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler au sein de ce comité de rédaction et j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui veulent partager des expériences, etc., à nous soumettre des articles euh, pour justement avoir aussi des points de vue différents, des idées et des retours aussi sur ce qu'ils font, parce qu'on a beaucoup de personnes qui peuvent lire avec intérêt les articles proposés et faire des retours qui peuvent être constructifs. Voilà. En plus de l'aspect publication. Voilà. Merci. Et nous vous remercions beaucoup parce que vos publications sont vraiment effectivement fréquentes et c'est vraiment un grand plaisir que d'avoir effectivement vos publications à demeure. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Carole, on finit peut-être, je pense.